Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre édition de cette semaine dans Dautré. Cette semaine, différentes activités. Premièrement, un retour sur qu'est-ce qui s'est passé la fin de semaine dernière lors de la fête du travail dans la région de Berthierville. Un commentaire du maire Dominique Perrault lors du conseil municipal de septembre concernant la démolition de maisons, de bâtiments et des règlements municipaux qui s'y rattachent. Différentes activités aussi, on a parlé à Jessica Leclerc du ADA, donc Aide à domicile d'Autré, qui nous parle de sa prochaine campagne de promotion. Le Centre d'action bénévole aussi qui lançait sa campagne de financement, donc des extraits de ce lancement avec Mme Tellier, présidente du conseil d'administration, et M. Éric Fortier, président, directeur général de Caisse des Jardins d'Autré, qui est le président d'honneur de cette activité-là. D'autres activités aussi, Festival des Forestibles qui se déroule encore aujourd'hui à Saint-Jean-de-Mata. Donc, une belle activité en cette belle fin de journée. On vous invite justement à en participer. Donc, passez une très belle fin de journée. Profitez de la fin de semaine encore avec le beau temps. Et on vous invite à regarder à tous les jours, à compter de 18 h, notre bulletin d'information régionale et locale. Et nous couvrons aussi en ce moment la campagne électorale d'octobre au niveau provincial. Donc, des sujets à ne pas manquer. Suivez-nous et vous allez être vraiment très bien informés. Sur ce, bonne semaine. Donc, en fait, on le sait, là, le réseau de la santé et des services sociaux est devenu complexe. Il est hermétique et voire hostile pour les usagers. On ne sait plus à quelle porte frapper. On entend souvent sur le terrain là, des gens qui se rendent à l'urgence pour pour des choses qui ne sont pas urgentes. Donc, ce n'est pas normal. Il faut vraiment offrir un vrai réseau de proximité aux usagers. Donc, au plan santé, notre action est axée principalement sur 3 grands axes. La proximité des services, les soins à domicile, le respect des travailleurs du réseau. Le réseau doit permettre aux personnes les plus vulnérables de recevoir les soins adaptés. L'idée principale est de faire un réel virage vers les soins à domicile. Le plan du Parti québécois en matière d'aînés et de santé répond aux besoins des aînés du Québec et de chez nous. En brisant l'isolement, en répondant aux besoins criants de services de proximité, en donnant plus de soutien à nos organismes dédiés à nos aînés et surtout en assurant à tous ceux qui le désirent de bénéficier de soins à domicile d'ici 4 ans. Nous le savons, la population d'Ambertier est vieillissante. Selon l'Institut de la statistique du Québec, c'est plus de 90 % des aînés québécois qui désirent demeurer à la maison le plus longtemps possible. Une légère perte d'autonomie ne doit en aucun cas être un enjeu pour pouvoir rester à la maison. Une solution simple et synonyme de respect et de dignité est d'investir dans les soins à domicile. Il faut le dire, ces 4 dernières années, la volonté des aînés n'a pas été écoutée. La CAQ sait que 91 % d'entre eux souhaitent vieillir dans leur maison, près des leurs. Néanmoins, elle préfère s'entêter dans le gouffre financier que sont les maisons des aînés à 1 million de $ la place. Il faut plutôt investir dans le déploiement des soins de proximité et non dans du béton coûteux et polluant, dont ni nos aînés ni nos jeunes ne veulent. La meilleure maison pour les aînés, c'est la leur. Le Parti québécois abandonnera le modèle de maison des aînés et rappelons que le plan du gouvernement actuel, c'est de convertir d'ici 2038 75 000 places de CHSLD en places en maison des aînés. Cela pourrait coûter jusqu'à 75 milliards de dollars et c'est beaucoup trop coûteux et peu réaliste. Au Parti québécois, nous nous engageons à investir 3 milliards de dollars par année de façon récurrente et à allouer 50 % du budget de soins de longue durée aux soins à domicile d'ici 4 ans. Le nombre d'heures offertes sera donc triplé. Rappelons aussi que la moyenne des pays européens consacre 50
de leur budget en soins de longue durée aux soins à domicile. Certains, comme le Danemark, vont même jusqu'à près de 70 %. Tandis qu'au Québec, à titre informatif, on alloue à peine 22 %. L'ajout de ces nouvelles sommes constituera un réel investissement. À terme, le virage vers les soins à domicile fera économiser des centaines de millions à l'État par rapport au statu quo de l'institutionnalisation et des maisons des aînés. Les aînés, ça représente une richesse pour le Québec, pour Berthier. Avec des soins à domicile, ils pourront demeurer à la maison, mobiles et actifs, près de leur famille. C'est ça, vivre et vieillir avec dignité. En premier lieu, un des 3 principaux axes du plan santé du Parti québécois, c'est de faire du personnel en soins respecté et au service, dans le fond, là, des gens. Et le réseau public, dans le fond, il doit devenir le meilleur employeur au Québec. Donc, on veut assurer des meilleures conditions de travail et on veut aussi rendre une autonomie au personnel pour qu'ils puissent mettre à contribution là, chacun de leurs gestes et aussi là, au plus grand bénéfice des usagers. Donc, on veut également abolir le recours aux agences privées de placement et puis réintégrer le personnel là, au réseau public à hauteur d'1 milliard de dollars. Ça représente en fait, là, le réseau de proximité, là, on parle de 2,7 milliards d'ici 5 ans pour les soins à domicile, donc on dit 3 milliards au départ, là. Et puis 500 milliards par année pour les CLSC, parce que je ne l'ai pas dit tantôt là, dans ma présentation, mais le CLSC devient aussi la porte d'entrée là, des premiers soins, là, la première porte d'entrée des soins. Donc, on va retrouver nos CLSC ici dans Berthier. On a Saint-Jean-de-Mata, on a Saint-Gabriel, Berthierville. On a plusieurs autres aussi, Saint-Michel-des-Saints, si je ne me trompe pas. Là, par cœur, là, il faudrait que je revérifie, là, mais on a plusieurs sont ici d'ailleurs. Lavaltrie, Saint-Gabriel, Berthier. J'aimerais aussi mentionner que c'est important aussi, là, moi j'ai vu sur le terrain, au niveau des services déployés, on demande d'avoir des services de proximité aussi dans les ressources. On parle, par exemple, là, des ressources et d'aide pour les enfants en déficience intellectuelle, en troubles du spectre de l'autisme. Donc, évidemment, ce qu'on veut faire, c'est déployer les personnes, offrir les mêmes soins, mais les déployer autrement. On veut aussi mieux reconnaître les organismes communautaires. Donc, ça aussi, ça va être important dans le plan de les inclure. On invite les gens, par ce système-là, de tout milieu qui pourrait avoir un bénéfice auprès des personnes dans le besoin, à s'impliquer, à rentrer dans le système. Donc, ça devient carrément un autre modèle inspiré de façons de faire qui ont réussi là, à l'extérieur, comme je le disais dans ma présentation tantôt. Récemment, sur les réseaux sociaux, on a vu quelques commentaires. Il y a eu du mécontentement un peu concernant la démolition d'une maison, éventuelle d'une maison. Donc, j'ai déposé tantôt une lettre. Donc, j'ai pris photo de la lettre et je l'ai mis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur mon compte officiel Dominique Perrault, maire. Je vais en faire une lecture ce soir. Donc, si vous me permettez. Alors, chères citoyennes, chers citoyens, j'ai pris connaissance du mécontentement exprimé concernant la démolition éventuelle de la résidence située au coin de la rue de Montcalm et du boulevard de Lafayette. À ce stade-ci, il est temps de faire une mise au point, car plusieurs éléments doivent être clarifiés. Premièrement, le conseil précédent n'a rien à voir avec cette situation. Il est donc inutile d'essayer de blâmer les gens qui n'ont rien à voir avec ce dossier. Deuxièmement, le conseil actuel est unanime à dire que ce projet n'est ni socialement ni culturellement acceptable. Ça, je pense que mes collègues peuvent le confirmer. Donc, on n'est pas en accord avec cette démolition-là. Nous n'avons donc pas accepté ce projet-là. Donc, on n'avait pas le choix d'accepter ou pas.
Nous avons pris action, par contre, pour éviter que la réglementation en vigueur ne permette qu'une telle situation ne se produise à nouveau. J'ai aussi demandé une rencontre avec les promoteurs au cours de laquelle je leur ai fait part de mon mécontentement face à cette démolition. Je leur ai demandé de revoir leur position et de reconsidérer le projet. Nous avons également demandé un avis juridique pour explorer toutes les possibilités et considérer des actions à prendre. Je ne peux malheureusement vous en dire davantage sur les conclusions pour le moment. Qui aurait cru ou qui aurait pu imaginer que cette maison ferait l'objet d'une démolition? Nous nous entendons tous pour dire que cette maison est unique, belle et qu'elle représente un certain attachement patrimonial auprès de la population. Malheureusement, la réglementation ne permettait pas, au moment du dépôt du projet par les promoteurs, de s'opposer à sa démolition. Le Conseil a été saisi du dossier le 28 mars 2022, suite au dépôt de la demande de démolition. Nous avons immédiatement pris la décision de déposer un avis de motion pour empêcher que ce genre de situation ne se reproduise. Il faut savoir qu'à mon arrivée à la mairie, les règlements d'urbanisme de la ville dataient du début des années 90, auxquels plusieurs modifications ont été apportées au fil du temps. J'ai tout de suite proposé au Conseil de revoir l'aménagement de notre territoire. Il a été confirmé par Mme Dubois et par les conseillers qui étaient présents précédemment que le Conseil précédent avait aussi manifesté l'intérêt d'aller en ce sens-là. Le Conseil a alors décidé de se doter d'une vision claire et partagée du développement de son territoire. Avec l'arrivée de plusieurs projets du développement immobilier, il est nécessaire de planifier l'aménagement du territoire afin d'assurer une cohérence et de refléter les aspirations collectives avec un développement plus durable. Les services professionnels de la firme L'Atelier Urbain ont été retenus dès le 7 mars 2022 afin de définir une vision et un plan directeur d'aménagement de Berthierville dont le dépôt est prévu pour le début de décembre 2022. Cette démarche entraînera une refonte complète en 2023 des règlements d'urbanisme. Comme vous pouvez l'imaginer, réécrire cette réglementation ne se fait pas en quelques heures ni même en quelques semaines. On parle plutôt de mois, voire peut-être plus d'une année, pour arriver à quelque chose de concret et d'acceptable. Nous avons d'ailleurs organisé une consultation publique le 7 juin dernier à ce sujet. La firme L'Atelier Urbain a animé une soirée où les gens étaient invités à soumettre leurs idées. Une soixantaine de participants, dont certains promoteurs immobiliers, étaient présents. Une deuxième rencontre sera tenue cet automne avec les promoteurs. Le résultat de cette démarche vous sera communiqué lors de la tenue d'une rencontre à laquelle vous serez invités à participer en grand nombre. Entre-temps, considérant le fort intérêt dont fait l'objet le territoire de notre municipalité auprès des promoteurs immobiliers, un règlement a rapidement été adopté afin d'interdire la construction d'immeubles de 4 logements et plus dans certains secteurs. Par contre, un règlement transitoire est entré en vigueur visant à autoriser certaines conditions et selon certaines normes de telles constructions. Ce règlement sur les usages conditionnels donne un droit de regard au Conseil sur tous les projets de construction d'immeubles de 4 logements et plus. Ce qui veut dire que tous les projets sont soumis à une grille d'évaluation présentée au comité consultatif d'urbanisme sur lequel les citoyens sont nommés. Par la suite, les projets doivent être approuvés par le conseil municipal. Soyez assurés que nous nous efforçons de travailler pour le bien de la communauté et que nous voulons améliorer la qualité de vie de tous les citoyens. Évidemment, nous devons aussi considérer l'accès au logement, le développement durable de notre ville et le mieux-être de tous. Finalement, je vous invite à vous impliquer et prendre action dans la politique municipale en assistant aux assemblées du Conseil et en vous informant régulièrement auprès de notre administration municipale. De mon côté, je m'engage à transformer nos moyens de communication pour démontrer la plus grande transparence possible. Ensemble, nous formerons ainsi une communauté active qui travaille pour l'amélioration des conditions de vie de tous et surtout des prochaines générations. En résumé, pour terminer avec cette situation, nous étions à élaborer un plan d'urbanisme et il y a eu un dépôt pour, lors de l'achat, il y a une demande de démolition avec demande de construire des logements sur le terrain de cette propriété. Et on a fait des démarches,
on a regardé, on a rencontré les gens, on a demandé un avis juridique et pour l'instant, le permis n'est pas encore émis, mais on attend de voir les résultats. Merci. Bon matin à tous. Merci. Bonjour à toutes les honorés et honorables de la place. Alors, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse en tant que nouvelle présidente du conseil d'administration du Centre d'action bénévole d'Autrey. C'est un honneur pour moi d'être entourée de personnes dévouées et généreuses que vous avez probablement déjà reconnues puisqu'ils sont maintenant devenus des habitués de ce rendez-vous pour donner le coup d'envoi de cette 24e collecte de fonds du CABA. Je crois, et je me corrigerai si je me trompe, que nos partenaires reconnaissent, comme moi, l'importance de notre organisation dans le cœur des gens de la région. J'ai été élue présidente de la CABA en juin dernier et j'ai depuis voulu explorer et comprendre l'ensemble des services ouverts par l'organisme. Ce faisant, j'ai eu le privilège d'agir comme bénévole dans quelques activités que le Centre présente. J'ai ainsi participé à constater l'impact positif du travail quotidien de nos bénévoles dans la vie des gens. Que ce soit en voyant le sourire de quelqu'un qui reçoit sa popote volante ou roulante, chaude à la maison, ou en riant de bon cœur en sortant d'un autobus qui a été faire une activité touristique, ou encore heureux de pouvoir aller à son rendez-vous médical à temps, sans contrainte ou pression quelconque. On réalise rapidement, en s'impliquant avec la CABA, que chaque geste compte. Et des petits gestes, l'équipe et les bénévoles du centre en réalisent beaucoup. L'année dernière, imaginez un gros chiffre, là. 53 000 actions bénévoles ont été données à l'ensemble des personnes du secteur. 53 000! C'est bien du jus de brosse, là, hein? Maintenant, avec l'ensemble de ça, ça a été beaucoup la popote roulante qui prend beaucoup d'ampleur. Maintenant, avec l'espoir d'un retour graduel à la normale à l'horizon, le Centre d'action bénévole d'Autrey a besoin de tous les appuis possibles pour relancer ses activités en présence, en respectant naturellement les mesures sanitaires. C'est pourquoi nous sollicitons une fois de plus votre générosité pour cette collecte de fonds. Aidez-nous à supporter les bénévoles dans leur si précieux travail. Vous n'êtes pas sans savoir que le bénévole, là, est la principale ressource humaine du CABA. Ici, au CABA, on compte au-delà de 100 bénévoles, 110 bénévoles réguliers et quelques bénévoles qui viennent d'une façon ponctuelle. Merci de votre écoute. Je suis donc content de ne pas avoir fait un discours parce que Mme Tellier a parlé des 53 000 actions, des plus de 4 000 personnes qui en ont bénéficié, des 115 bénévoles et plus. Alors, imaginez, je suis content vraiment de pouvoir faire de l'improvisation. Alors, je me présente, je suis vraiment content d'être... Oui, puis je viens de le faire. À quelque part, je vais vous dire, je suis très, très content qu'on ait pensé à mon employeur et à moi pour pouvoir être le président d'honneur de la présente campagne de financement de la CABA, du CABA. Seigneur, Mme Morin, je m'excuse. Et puis, pourquoi je suis très heureux, puis quand vous prenez le temps de constater les bienfaits, tu sais, moi, il y a 3 lignes directrices qui m'ont marqué. L'aspect, premièrement, de l'accompagnement des aînés, puis de leur solitude, de leur perte de motricité, de leur perte d'autonomie. Les familles, souvent, sont loin, ou les familles sont comme nous, sont actives. Je l'ai dit l'an passé à la dernière campagne. Lorsqu'on est actif, puis que je suis avec vous présentement, mais je ne suis pas avec ma mère de 87 ans, il faut qu'elle aille à l'hôpital, elle demeure à Longueuil. Bien, il y a des gens qui demeurent à Longueuil, que leurs parents demeurent ici, à Berthier, à Lavaltrie, sur le territoire de Dautrey. C'est complexe, c'est très complexe, et c'est même pour les familles, je vous dirais que c'est même, on est mal là-dedans, on est très mal de ne pas pouvoir
prendre soin de nos parents qui ont bien pris soin de nous. Alors, le fait de savoir que le Centre d'action bénévole le fait, ou en fait une grande partie dans les accompagnements, exemple des rendez-vous médicaux, c'est tellement rassurant. Fait que j'imagine que pour la population qui en bénéficie ici, ça doit être, je vous dirais, pratiquement un cadeau du ciel. Alors, de donner au Centre d'action bénévole, l'objectif 50 000, on se l'est dit, moi puis Julie, c'est un objectif minimal. Pourquoi que c'est un objectif minimal? Parce que vous comprendrez que c'est beaucoup plus onéreux que ça. Tous les services, d'offrir 53 000 gestes à 5 000, 4 500 personnes, c'est énormément d'argent. Donc, nous, à la Caisse, bien, on est un partenaire depuis longtemps. Et puis, on y croit. On croit à ces gestes-là. Le geste de solitude, quand je vous disais, l'importance de l'accompagnement, oui, d'une chose, mais le geste de solitude, il y a beaucoup de mamans et de papas ou de gens seuls qui n'ont pas nécessairement des aînés, mais qui se sont détachés de leur famille ou qui ont point plus de famille parce que les gens sont décédés. D'avoir des activités pour pouvoir socialiser, pour pouvoir s'amuser avec des gens qu'on ne connaît pas, mais au moins ça nous donne la chance de pouvoir passer une belle journée. Bien, ce que Julie m'expliquait, c'est qu'il y en a de plus en plus de gens qui y participent et il y a de plus en plus d'activités. Imaginez comment c'est important de pouvoir compter au moins peut-être une fois ou deux dans le mois à voir des gens. Parce que sinon, bien, les gens vont être à la maison, vont écouter la télé. C'est bien le fun, la télé, là, mais sincèrement, c'est assez drabe. Hein? Quand on y pense, tu te couches le soir, tu n'as pas un sentiment du devoir accompli du tout. Là. Alors, le fait de pouvoir compter encore une fois sur le Centre d'action bénévole pour pouvoir aider à ces gens-là en solitude, c'est extraordinaire. Puis le dernier point, puis vous l'avez dit, Mme Tellier, la pauvreté est de plus en plus grandissante, puis on ne l'invente pas, la pauvreté. Hein? Moi, je suis un financier, puis on parle d'un taux d'inflation de 10 % en moyenne, mais c'est en moyenne. Actuellement, on parle plus de 17-18 % au niveau de la viande, de 12-13 % au niveau des pâtes alimentaires, de 20 % au niveau du café. Bien, quelqu'un qui gagne 28 000 $ familialement par année et qui se fait rentrer pour un 1 500 à 2 000 $ de plus d'épicerie dans son budget, ça ne rentre pas. Alors, moi, quand je parlais avec Julie, elle m'expliquait que la popote roulante, le fun, c'est que c'est un repas équilibré. Donc, le repas équilibré qui va me coûter quelques dollars, je peux m'en nourrir à 3 fois par jour, à la limite. Et ça va me sauver la vie, puis ça va me garder en santé, ça va m'éviter d'aller... Puis là, c'est pas bon pour mes collaborateurs qui viennent m'aider pour la campagne de financement, mais ça va nous sauver des médicaments. Alors, c'est pour ça que la Caisse de Dauterier, d'année en année, donne, et qu'encore une fois cette année, on vous annonce 2 éléments. Premièrement, 10 000 $ pour pouvoir soutenir les opérations du CABA. J'ai pas dit de la CABA, j'ai dit du CABA. Et le deuxième point, c'est un montant de sociofinancement, c'est-à-dire que tous nos membres et clients qui vont venir contribuer au CABA, qui vont venir contribuer au CABA, ben, on va doubler les dons jusqu'à un maximum de 15 000 $. Ça fait qu'on vous annonce un objectif minimal à atteindre de 25 000 $. De 50 000 $, on va probablement, comme par les années passées, en donner 25 000 $. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on ne veut pas atteindre 50 000 $. On veut atteindre encore beaucoup plus parce que les besoins sont de plus en plus importants. Mme Tellier l'a mentionné tout à l'heure, c'est en train de prendre de l'expansion. Si vous prenez le temps de lire le site Internet qui va être mis à jour avec les nouveaux chiffres de Mme Tellier, l'an passé, c'était 45 000 gestes. Cette année, 53 000. Vous voyez que ça monte, là. Alors, les besoins sont là. Ça fait que, s'il vous plaît, donnez. Puis nous autres, on va être là pour appuyer nos 2 ambassadeurs qui sont là d'année en année, c'est-à-dire M. Chartier, Mme Paquet et aussi Christian. J'oserais pas dire ton nom de famille, mais Christian, on va compter sur toi. Puis moi, quand j'ai accepté la présidence d'honneur, j'ai dit, est-ce que nos gens de Jean Coutu sont encore là cette année? Mme Morin me dit, ben oui, ils sont encore là. Ben ça nous fait vraiment plaisir d'être sur le trio d'honneur pour pouvoir réussir à l'atteindre et dépasser largement l'objectif. Alors, souhaitons-nous une bonne campagne. Je suis en compagnie de Jessica Leclerc, qui est la DG du ADA, les aides à domicile d'Autrey. Bonjour, Jessica. Bonjour. Passez des belles vacances, oui. On se revoit en septembre. On a fait un peu relâche pour les vacances. Et aujourd'hui, tu as différents sujets à nous parler, Jessica. Premièrement, une campagne de levée de fonds là, qui va être avec une pharmacie ici dans le coin. C'est bien ça? Oui, à vrai dire, plus qu'une pharmacie, c'est notre collègue de fonds Famille Prix
qui est en partenariat habituellement là, avec les 4 pharmacies de la MSC d'Autrey. Par contre, pour la collecte de fonds qui a lieu du 11 au 17 septembre, on fait affaire avec 3 familles en particulier. Celui de Saint-Gabriel de Brandon, celui de Lanoret et celui de la Valtrie. Peut-être que je peux expliquer qu'est-ce que le fonds Famille Prix, parce que c'est pas tout le monde qui connaît le fonds qu'on gère. Donc, c'est un fonds qui a été mis sur pied en partenariat avec les 4 pharmacies pour venir en aide aux personnes aînées ou en perte d'autonomie de notre MRC. Donc, via ce fonds-là, on offre plusieurs types de services. Ça peut être de la préparation de repas, des services d'entretien ménager, des services de l'eau, du répit. Et même, parfois, on fait l'achat d'équipements pour les personnes qui n'ont pas nécessairement les fonds. Ils veulent recevoir de l'entretien ménager, mais n'ont pas nécessairement les fonds pour se procurer les équipements pour qu'on puisse donner les services. Okay. Donc, ADA, c'est également là, quelque chose qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont être présents, il va y avoir des offres quand on va aller magasiner pour mettre de l'argent dans des petites boîtes. Comment ça va fonctionner? Oui, tout à fait. C'est vraiment dans les pharmacies que ça va se passer. Il va y avoir des belles grandes affiches là, pour que les gens puissent déposer leurs dons. Donc, il n'y a pas nécessairement de sollicitation autre. C'est vraiment selon ce que la population là, souhaite donner comme don. Donc, les 3 pharmacies que les gens vont pouvoir donner un don. On peut également accepter les dons directement au bureau chez ADA. Si jamais il y a des gens qui souhaitent faire des dons, mais qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'effectivement, la population parfois est en mobilité réduite, c'est plus difficile les déplacements, on les invite à nous contacter au 450-836-0798 pour prendre entente avec nous si jamais, avec la technologie, là, c'est possible de faire, virement, etc. Donc, vraiment, on essaie de mettre tous les moyens à disposition là, pour que la population puisse participer à cette belle collecte de fonds-là. Avez-vous un objectif précis ou vous prenez tout ce qui passe, comme on dit? Non, on n'a pas d'objectif précis. Je crois que le principal, monétaire, on n'a pas d'objectif précis, mais on a un objectif qui est vraiment de faire connaître le fonds Famille Prix là, à travers la MRC. C'est certain qu'en le faisant connaître, oui, on peut ramasser des fonds, mais on peut également sensibiliser la population à ce qui nous réfère des gens qui peuvent utiliser ce fonds-là. Donc, il y a vraiment là l'objectif social derrière cette collecte de fonds. C'est très bien. Un autre sujet, on parle des grands ménages. Et là, tu me disais, on est rendu au mois de décembre. C'est le temps, si on veut recevoir de la visite, de faire notre ménage avant. Donc, il faut prendre les rendez-vous tout de suite. C'est bien ça? Oui, tout à fait. On est déjà rendu à la 2e semaine de décembre. Effectivement, le type de demande qu'on reçoit pour le mois de décembre, c'est vraiment les gens, ils veulent recevoir leur famille, ils préparent déjà leur réunion familiale et c'est vraiment, est-ce que vous pensez que vous pouvez venir faire un grand ménage avant que je reçoive toute ma visite? Donc, on est vraiment dans la planification de ces services-là. Donc, c'est encore le temps là, de nous contacter là, pour prévoir les services. Il nous reste encore là, 3 semaines de disponibilité là, avant le temps des fêtes. Avant le temps des fêtes. C'est un service qui est offert à tout, puis c'est un service populaire. Hein? C'est vraiment, vous arrivez avec il y a une équipe dédiée à cette offre-là, et c'est vraiment une équipe efficace. Ils rentrent le matin, puis à la fin de la journée, on pourrait dire la maison est claire, est nette, tout est beau. Oui, c'est une équipe qui dessert la MRC au complet. Cette année, c'est nouveau, comme on en a déjà parlé auparavant. Là, le service va être offert sur toute l'année. Ça fonctionne là, vraiment très bien. On voit que la population elle est très réceptive au service. Donc, on est vraiment fiers du succès là, de cette année. Et puis, on se base vraiment sur chaque demande. On ajuste on s'ajuste en fond avec chaque demande. Là, voir, ça ne veut pas dire que la personne... c'est toutes les personnes qui ont besoin de faire laver leurs murs. Parfois, c'est vraiment plus au niveau de l'entretien, de retirer comme les gros électrodes, d'aller nettoyer en arrière. C'est très, très varié. Donc, c'est important de vraiment prendre le temps de discuter avec chaque utilisateur là, pour bien saisir les demandes.
Une autre chose que tu veux me parler, c'est l'amélioration justement des conditions de travail. Je pense qu'aujourd'hui, il faut valoriser justement nos employés. Ça fait partie des choses que vous faites à ADA, hein, c'est bien ça? Oui, exactement. Avec le marché de l'emploi actuel, c'est certain qu'on tente je dirais pas tous les moyens, mais on tente vraiment, dans la mesure du possible, selon notre capacité financière, selon les ressources disponibles aussi, d'offrir des belles conditions de travail. Je crois que c'est important d'essayer de se distinguer sur le marché du travail. Puis parfois, c'est pas nécessairement en offrant toujours des augmentations de salaire ou des choses comme ça. Puis nous, on croit beaucoup aux conditions de travail. Oui. Et on a mis en place 2 nouvelles politiques. Donc, on a une politique qui est le soutien à la rentrée scolaire. Donc, c'est une politique qui vise à venir supporter les familles chez ADA en versant un certain montant là, pour aider pour la rentrée scolaire. On sait que ça demande des gros budgets, ça demande beaucoup de planification. Donc, on veut vraiment venir supporter les familles qui travaillent pour nous. Et notre deuxième politique, c'est, on parle beaucoup de conciliation travail-famille. On entend ça partout. Par contre, chez nous, il y a beaucoup de travailleurs qui sont également des proches aidants. Et donc, on a décidé de mettre en place une politique qui se nomme la conciliation travail-proche aidance. Donc, c'est vraiment de venir soutenir nos travailleurs qui ont également des rôles de proches aidants par des horaires qui sont plus flexibles, par offrir des services d'entretien ménager autant pour le travailleur que pour le proche aidant. Donc, vraiment venir essayer d'arrimer tout la vie familiale avec la vie au travail, vraiment d'essayer de construire autour de ça. Et je dirais qu'il y a déjà plusieurs employés qui utilisent actuellement la politique et c'est bien apprécié. Donc, on est très contents aussi du succès de ces nouvelles conditions de travail. Comme toujours, vous êtes à la recherche de personnes, mais là, vous offrez vraiment des belles bonifications, des belles choses intéressantes pour avoir du recrutement avec ADA, parce que vous êtes toujours en recrutement. Je sais que c'est un des points que partout on est, mais spécifiquement chez vous, avec la demande que vous avez, bien, c'est sûr que vous pourriez augmenter si vous aviez du personnel pour pouvoir le faire. C'est certain qu'en ce moment, à l'heure actuelle, on n'est pas nécessairement à la recherche de personnel parce que tous nos postes sont majoritairement comblés. Par contre, dans un souci de développement des services, offrir de plus en plus de services à la population, c'est certain qu'on continue quand même d'embaucher. Mais c'est vraiment pas nécessairement parce qu'il y a un manque de personnel, c'est vraiment qu'on développe beaucoup l'entreprise et qu'on est victime de votre succès. Des campagnes de publicité qu'on fait, des conditions de travail, tout ça. Donc, c'est ça, c'est vraiment que du positif. Là, donc, on essaye de continuer d'aller sur la vague. C'est bien. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Jessica, puis on se reparle le mois prochain des prochains sujets. Sur ça, bien, bon mois, bonne semaine. Merci à toi aussi. Je suis en compagnie d'Evelyne Vincent, qui est agente de développement culturel à MRC, mais qui siège aussi sur le Conseil du patrimoine religieux. C'est bien ça, à la table de concertation, hein? Oui, c'est ça. C'est la table de concertation de Laval, Laurentides, Lanaudière pour le Conseil du patrimoine religieux du Québec. C'est quoi ça, le Conseil du patrimoine religieux? Le Conseil du patrimoine religieux, dans le fond, c'est un organisme qui est affilié au gouvernement du Québec avec le ministère de la Culture et des Communications, mais qui est quand même vraiment un organisme séparé qui veille à la conservation, la restauration du patrimoine religieux du Québec et aussi, plus récemment, il assure un travail pour tout ce qui est la requalification, donc tout ce qui est, entre autres, beaucoup des églises, mais aussi, ça peut être d'autres projets de bâtiments religieux, mais qui vont changer de fonction. Oui, c'est ça, de fonction, d'utilité et qui vont être utilisés pour d'autres choses, vu qu'un coup que la fonction religieuse est perdue et laissée derrière. Parce qu'il faut se dire, on avait un village, un clocher, même à Montréal, c'était considéré comme la ville au centre clocher et tout ça, des municipalités. Et aujourd'hui, on est en déficit de clients au niveau des églises. Donc, il commence à avoir des bâtiments qui sont plus utilisés. Oui. Et c'est difficile, premièrement, de faire un choix, je pense. Et
Par contre, au conseil, je pense que vous faites aussi on pourrait pas dire l'analyse, mais aider à savoir est-ce que ça vaut quelque chose notre église, qu'est-ce qu'on a de joyaux, parce qu'on a beaucoup de choses que les églises fermaient ou n'importe quoi, on mettait ça sur le bord du chemin, tout le monde partait avec un Saint-Joseph, une Sainte-Geneviève, mais il y avait des œuvres d'art, il y avait des choses qui avaient de la valeur. Là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, le Conseil du patrimoine religieux, au début des années 2000, a fait justement un grand inventaire du patrimoine religieux à travers le Québec. Je pense que ça s'appelle l'inventaire des lieux de culte du Québec, puis c'est tout disponible en ligne, ça c'est facile à aller voir. Et à ce moment-là, ils ont tout coté A, B, C, D, de savoir les A, c'est les exceptionnels. Souvent, on parle de soit des bijoux d'architecture ou des églises qui ont été vraiment construites du temps. On peut parler de l'église de Berthier, entre autres. Oui, l'église de Berthier en fait partie et tout. Puis à partir de cet inventaire-là, bien justement, il y en a qui ont été, je pense que c'est à ce moment-là que l'église de Berthier a été classée, parce que là, le classement, ça, c'est un statut officiel au niveau du gouvernement du Québec qui vient dire ça, c'est vraiment un monument qu'il faut préserver dans le temps à long terme. Mais dans le fond, après ça, les municipalités eux-mêmes peuvent décider de choisir de citer leur bâtiment. Donc ça, c'est une coche en dessous du classement. C'est au niveau municipal que ça se décide, mais c'est encore une fois, c'est le désir de la municipalité d'assurer que ce bâtiment-là, il est conservé dans le long terme, puis que la municipalité va garder un œil un peu plus sur ce qui peut être fait ou pas dans ce bâtiment-là. Donc, peu importe, même si après, c'est plus de fonction religieuse, bien, si ça devient un privé, si ça devient quelque chose d'autre, il va avoir un peu un droit de regard, puis ça peut être fait, là on parle d'église, mais ça peut être fait pour des presbytères aussi, ou pour des couvents, ou pour n'importe quel, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque, le noyau religieux dans était très important. C'était très important, puis c'était souvent autour de ça que le village venait à se construire, là, il y avait comme toute une vie autour de ça, puis encore aujourd'hui, ces bâtiments-là font partie des cœurs de village, puis c'est des points de repère, c'est souvent autour de là qu'il y a les commerces et tout. Tu sais, les gens sont attachés à ces lieux-là qui font partie autant de leur enfance que de leur vie de tous les jours quand tu vas à l'épicerie à côté. Là. Ça, je comprends. Tu me parlais tantôt aussi que vous aidez à la reconversion, donc autrement dit, vous pouvez être là justement pour assister les municipalités, assister les gens à choisir de quelle façon utiliser le bâtiment. Parce que là, beaucoup s'est rendu en salle de spectacle, on en parlait un petit peu avant. À un moment donné, il y a peut-être une quantité aussi que la population peut absorber. Donc, aider à trouver des solutions, des utilisations pour ces bâtiments-là. En fait, il y a le Conseil du patrimoine religieux, donc pas nécessairement la table sur laquelle moi je fais partie, mais vraiment le Conseil qui a un mandat plus large. Eux, ils ont un programme de subvention qui c'est vraiment pour la requalification, et ce programme-là a 2 volets. Il y a un premier volet que c'est justement pour trouver des idées. Donc, juste un incubateur de dire, OK, on a besoin des sous pour mettre en place une démarche, pour vraiment trouver un projet pour faire vivre soit une église, soit peu importe, un autre bâtiment. Pas de presbytère, des choses comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais encore une fois, dans le patrimoine religieux. Donc là, il peut avoir justement cette démarche-là de trouver une idée, de faire peut-être un plan d'affaires. Là, tu parlais de salle de spectacle, mais au Québec, en général, on a tellement d'exemples un peu... Des scènes de diffusion, ça peut être une galerie d'art. Oui, il y en a des choses inusitées. Je pense qu'à Montréal, il y en a une que c'est devenu un spa. Ouais. Il y a, je pense que c'est à Trois-Rivières, puis il y a des trampolines dans une église, vu que les plafonds sont super hauts. Les bibliothèques, on parle de bibliothèques. Bibliothèques, beaucoup, ça, il y en a eu beaucoup. Puis encore là, ça peut être un lieu d'hébergement aussi, ça peut devenir une offre ou des logements sociaux. Là. Il peut avoir cet aspect-là de dire une partie subventionnée pour trouver une idée, puis après, le deuxième volet de ce programme de requalification-là, c'est vraiment, OK, go, on met l'idée en place, donc on fait des travaux, soit des travaux de restauration, des travaux de transformation pour vraiment amener ce nouveau projet-là à vivre dans cet espace-là. En fin de semaine, c'est des portes ouvertes, justement, du patrimoine religieux. Tu peux-tu nous en parler, justement, d'où est venue cette idée-là, puis à quoi qu'on peut s'attendre ici, dans le coin, là? Peut-être un petit peu en région aussi, on peut se promener des perles, aller voir des choses. Oui, en fait, c'est ça, c'est les journées du patrimoine religieux du 9 au 11 septembre, donc du vendredi au dimanche, toute la fin de semaine. Il y a des lieux partout au Québec, donc je vous invite à aller voir la programmation sur les journées du patrimoine religieux.ca. Il y a plus de 240 lieux, je pense, partout au Québec.
Donc, des églises ouvertes, mais pas que des églises. Hein, dans la région d'Andautré, justement, il y a la maison Rosalie Cadron, qui, elle, est une maison plus de type traditionnel, qu'on ne penserait pas d'emblée que c'est du patrimoine. Mais ça fait référence à Rosalie Cadron. Mais ça fait référence à Rosalie Cadron, qui, justement, est un personnage religieux important dans l'histoire du Québec. Donc oui, il y a ça sur notre territoire. Donc, eux, samedi, dimanche, ils sont ouverts et puis les visites sont offertes gratuitement. Donc, vous pouvez voir l'exposition permanente puis les expositions temporaires qui sont présentes. Et il y a aussi dans Dautré l'espace culturel Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert qui est ouvert pendant, eux, c'est le vendredi, donc pendant leur marché qui est à tous les vendredis. Marché fermier, oui. Oui, c'est ça. Donc, l'église est ouverte aussi. Et puis, sur place, vous pouvez voir une exposition sur les vêtements liturgiques du lieu. Et aussi, l'exposition 13 femmes qui avait été réalisée par la MRC avec l'artiste Yolande Harvey et le Cercle des fermières de Saint-Gabriel de Brandon. Donc, c'est des belles activités, mais aussi, tu peux dire que si on sort de la région de Dautré, il va y avoir plein de choses à faire. Puis, découvrir des perles, justement, des choses. C'est ça. Il y en a d'autres dans la Naudière. Des fois, c'est des églises qui ne sont pas nécessairement tout le temps ouvertes, mais là, pour cette occasion-là, les portes sont ouvertes, les gens peuvent circuler, un peu comme quand on va visiter des grandes villes en Europe, aller visiter le patrimoine, puis vraiment prendre le temps justement d'admirer des fois juste le décor. Hein, on porte pas nécessairement attention, ou si on va toujours à la même église, on voit toujours la même chose, mais au Québec, il y a tellement une diversité, autant dans les meubles religieux, que les toiles, que les décors au plafond, on peut aller admirer ça, puis faire une visite, puis comparer. Il y en a de tous les styles, justement du style français, ou comme des choses plus modernes aussi, des fois, qui ont été construites vraiment plus récemment. Donc, on peut voir toutes les périodes. Là. Bon, je te remercie beaucoup, puis merci de l'invitation. On va faire ça en fin de semaine. Merci. Je suis en compagnie d'Emmanuel Beauregard et de François Patnaud. Et M. Beauregard est un responsable de chargé de projet au CDBL, c'est bien ça? Oui, je suis coordonnateur d'un projet qui vise à soutenir le développement et la commercialisation des produits forestiers non ligneux dans la Naudière. Et vous, M. Patnaud, on est à l'abbaye Val-Notre-Dame, ici à Saint-Jean-de-Matha. Votre fonction officielle, c'est? Coordonnateur des forestibles. Donc, forestible, c'est l'autre nom qu'on donne au PFNL. PFNL, c'est produits forestiers non ligneux. Donc, c'est tout ce qu'on peut cueillir en forêt qui n'est pas la matière ligneuse, c'est-à-dire des champignons, des bois nordiques, des petits fruits, des légumes forestiers, etc. Mais pour que ce soit plus évocateur, plus intéressant dans une assiette, on a souvent tendance on essaie de renommer ça en forestible ou comestible forestier. Donc, c'est une nouvelle tendance. Je veux dire, une nouvelle approche ici. À Val-Notre-Dame, ça fait quand même presque une dizaine d'années que cette exploitation-là est faite. Comment je pourrais dire ça? Savoir que cette matière première-là est bonne, est utilisable et tout, mais là, c'est vraiment de plus en plus reconnu, cette façon de faire de l'agriculture. Là. Oui, bien en fait, c'est de la cueillette sauvage. C'est que l'agriculture, on doit semer, entretenir, puis après ça, on va cueillir. Au niveau des forestibles, ce qu'il y a, c'est que c'est la nature qui sème, c'est la nature qui entretient la forêt, et nous, on a juste de la cueillette à faire. Donc, nous, c'est depuis 2014, on a commencé tranquillement, donc il y a 187 hectares ici. Au début, c'était juste des tisanes qu'on a commercialisées. On a trouvé nos tales de champignons sur le site. Puis au fil des ans, on a augmenté le nombre de cueillettes sauvages qu'on faisait, le nombre de produits qu'on faisait aussi. Aujourd'hui, on va avoir des chocolats aux forestiers, on va avoir des caramels aux sapins. On va avoir un ensemble de produits, donc des produits secs prêts à cuisiner. On a juste à rajouter un ingrédient liquide comme de l'eau, du lait, pour faire soit une crème de champignons, un pain bannique aux herbes sauvages de l'abbaye. Donc, on a vraiment augmenté l'étendue, puis on a aussi des activités qu'on offre sur le site. Donc, c'est multifonction. Mais là, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas vraiment d'agriculture. Vous allez au gré que la nature vous fournit. Parce que est-ce que vous entretenez? Vous me parliez de tales de champignons. Ouais. Il doit y avoir quand même un petit peu... aucune intervention, je ne sais pas dire humaine, aucune intervention de coupe et de dire on va les mettre là pour les couper, pour s'assurer que ça va revenir l'an prochain, ou vous allez vraiment... Vous avez fait bien de me ramener à l'ordre parce que vu mon grand âge, j'ai oublié un bout. Donc, on a un verger en permaculture. Donc, la permaculture, c'est une nouvelle façon de voir. En fait, ça date des années 70. C'est deux Australiens qui ont créé ça. C'est de l'agriculture permanente. Donc, il y a beaucoup d'arbres en permaculture. On veut des plantes qui sont pérennes, qui sont durables, qui sont vivaces. Il peut y avoir des annuelles comme de l'ail, de l'oignon, des haricots entre ça. Mais généralement, la structure en permaculture, comme dans notre verger, c'est vraiment des plantes vivaces.
Donc, on a notre verger en permaculture, on a des implantations, que ce soit de poivre des dunes, que ce soit de monarde, que ce soit d'arbres à noix comme des noyers noirs et autres. Donc, on a aussi quelques cultures, mais au niveau du sauvage, pour en revenir à ce que vous disiez, généralement, une table de champignons, ça ne s'entretient pas. On peut favoriser la croissance des champignons en laissant des chapeaux de champignons plus âgés au sol pour que les spores se retrouvent dans le sol, en plantant des pieds de champignons dans le sol pour que le mycélium, donc c'est l'organisme vivant qui donne le champignon, puisse se propager dans le sol. Je ne vais pas entrer dans des détails trop techniques, mais on n'a pas besoin de, sauf exception, là, de couper des arbres ou quoi que ce soit. Nous, on cueille ce que la nature cultive pour nous, mais on a quelques implantations, donc comme je vous disais, comme le verger en permaculture et d'autres plantes. On cultive par exemple les têtes de violon. On a des terres sauvages, on a parti de ces terres-là, puis on a agrandi au pourtour. Donc, la production qui est faite ici est au gré des saisons, au gré s'il fait beau, s'il sèche. Ça peut pas être stressant à un moment donné, je veux dire, avec une belle boutique comme ça, de toujours s'assurer d'avoir du produit où on est chanceux, la nature fait bien sa job, on pourrait dire. Bien, premièrement, les produits, il y a des produits d'autres producteurs de la région qui font du maraîcher traditionnel, qui font de la cueillette sauvage aussi. Donc, ça ne repose pas entièrement sur nos épaules de l'équipe de cueillette ici. Puis, c'est ça, les moines font aussi des caramels, des gâteaux aux fruits, plein d'autres choses, des chocolats autres qu'aux produits forestiers. Donc, nous, c'est un petit peu marginal dans l'ensemble de ce que, mais c'est l'identité du lieu de plus en plus, c'est au cœur de la forêt. Puis, je vous dirais, le stress, quand tu es en agriculture, tu es pas mal stressé tout le temps, parce que quand il pleut, tu es content, mais quand il y a trop de pluie, tu es moins content. Quand il fait soleil, tu es content, mais là, s'il y a trop de soleil et c'est sec, tu stresses un peu. Donc, ça fait partie, comment dire, de la job soit de cueilleur ou d'agriculteur, de regarder Météo Média en tout temps, puis de chialer contre la météo. Je vais parler un petit peu à Emmanuel. L'idée de faire un festival, justement, forestier et tout ça, c'est venu en association avec l'abbaye. C'est vraiment quelque chose que vous voulez faire plus développer, présenter aux citoyens, à la population? Ben oui, en fait, au CDBL, il y a un projet pour lequel je suis engagé qui est de soutenir la filière des produits forestiers non ligneux ou des forestibles. Donc, c'est la fête des forestibles, dont ce sera la première édition cette année. C'est une initiative du magasin de l'abbaye, mais une initiative à laquelle s'est jointe le CDBL et aussi, en fait, tout le comité PFNL Lanaudière qui soutient l'événement. Donc, on va retrouver plein d'activités. Je pense tantôt des randonnées, justement, savoir quoi cueillir, soit identifier. Donc, il ne faut pas en mourir non plus. Là. Je ne veux pas qu'on soit intoxiqué, mais chacun, on pourrait, à la limite, dans une forêt, dans un type de forêt, retrouver des comestibles puis être capable de les utiliser, ou il faut vraiment être très expert. Bien, c'est qu'il y a des champignons mortels, il y a des champignons toxiques, il y a des plantes mortelles et des plantes toxiques. La Cicuta immaculée, c'est la plante la plus dangereuse en Amérique du Nord, si on veut, et 2 grammes de racines, vous mangez 2 grammes de racines, vous mourrez. Donc, il n'y a pas de chance à prendre. Il y a des gens qui disent « Ah, je vais goûter à ça, ça a l'air beau, ça devrait être bon. » Donc, ça prend des connaissances minimales. Je parle de plantes mortelles pour dire qu'il y a un danger, mais si on a une bonne formation, on peut aller en forêt puis cueillir puis avoir du plaisir. Donc, mais il faut avoir des formations. Donc, à la fête des forestiers, on va donner une idée. Donc, ça ne sera même pas des journées des initiations. Il va y avoir un atelier sur les plantes médicinales, les plantes comestibles qu'on peut trouver en forêt, il va y avoir des activités pour les enfants, il va y avoir des conférenciers, notamment Vincent Leblanc de Violon et Champignons, sur la culture des champignons sauvages en forêt, donc mi-sauvages, mi-cultivés, et d'autres conférenciers aussi sur plein de sujets. Mais on va donner une idée, c'est que souvent, la plupart des gens ne savent même pas que ça existe, des produits forestiers comestibles, des choses qui se mangent en forêt. Nous, on est là pour faire prendre conscience de l'étendue des saveurs qu'il peut y avoir dans nos forêts, parce qu'il y a aussi des épices forestières, il y a des tisanes forestières. Donc, juste de réaliser tout ça et de faire découvrir ça, même si les gens ne cueillent pas, s'ils goûtent, bien, il y a un monde de saveurs nouvelles qui s'ouvre à eux. Puis par la suite, c'est sûr que nous, on favorise l'autonomie alimentaire, où on est en faveur du fait que les gens puissent cueillir par eux-mêmes. Puis moi, j'ai tendance à croire qu'on protège ce qu'on connaît bien. Puis si on connaît toutes les ressources comestibles en forêt, on va avoir tendance à vouloir plus protéger nos forêts, parce qu'on pourrait le voir tout simplement comme une exploitation de la forêt, piller la forêt, mais si la cueillette est faite de façon durable et pérenne, au contraire, on va protéger la forêt, puis on va aussi inciter les gens à faire pression ou à faire des démarches pour protéger la forêt autour d'eux, puisque c'est un réservoir non seulement
de quiétude, une réserve de biodiversité, mais c'était aussi un garde-manger naturel. C'est le premier garde-manger de l'humanité, la première pharmacie de l'humanité. Puis, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures. Je vais faire céder le micro à Emmanuel. Donc, autrement dit, il faut venir vous rencontrer la semaine prochaine pour qu'on partage cette passion-là, toute cette connaissance-là. Parce que, comme vous dites, la forêt elle est nourricière. Là. Je vais prendre le terme, là, mais on parle de permaculture, de forêt. Donc, la forêt peut devenir nourricière vraiment à plusieurs aspects. Là. Et c'est important de la conserver. Tout le bois et tout ça, il faut quand même avoir une partie, on pourrait dire, de notre patrimoine, là, on dira, de forêt et tout. Là. Ben écoute, pour qui connaît, mettons, des connaissances minimales, nous, à partir du mois d'avril, on est à l'extérieur. On va soit faire des travaux préparatoires ou faire des cueillettes, puis on en fait jusqu'à la fin octobre, début novembre, donc ça nous donne 7 mois, je pense, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est ça, 7 mois. Donc, pendant 7 mois, on est à l'extérieur, mais il y a aussi des cueillettes d'automne et des cueillettes hivernales. Le poivre des dunes, c'est un chaton mâle qui va se cueillir sur un arbre qu'on appelle l'ongle crispé. Ça se cueille après les premières gelées. Le nord d'épinette aussi. Le chaga, qui est un gros champignon médicinal, mais aussi gastronomique, un champignon qu'on boit et non pas un champignon qu'on mange. Ça aussi, ça se cueille en hiver. Donc, en fait, puis nous, pour notre sapin, pour les caramels et autres, on cueille ça aussi l'hiver. Donc, en fait, en y repensant, c'est à l'année qu'on peut cueillir ensemble. Emmanuel, donc, vous êtes très fier de présenter cette première édition-là. Vous invitez les gens ici là, pendant 2 jours à venir visiter le 10 et le 11 septembre. C'est particulièrement samedi, le 10 septembre, qu'il y aura des exposants, une quinzaine d'exposants, des entreprises du secteur de la notière. Il y aura donc les activités animées, les balades, conférenciers dont François parlait. Ça, c'est le samedi, le 10 septembre. Et le dimanche, il y aura un brunch forestier servi ici même à la ville, au magasin de la ville. Donc, j'imagine pour le brunch, il faut s'inscrire à l'avance. Est-ce qu'il reste encore des places, vous pensez? Le sais-tu, François? Ça, il faudrait valider. Information de dernière minute, mais donc appelez au magasin de la ville pour voir s'il reste des places disponibles. Et là, c'est ça, on va avoir justement plein de produits forestiers à goûter. En fait, comme François en a parlé, il y a un souci particulier de préserver la ressource, de faire attention à la pérennité là, des espèces qui sont cueillies. Dans la Naudière, dans les derniers mois, on a travaillé à mettre sur pied, à élaborer une charte des valeurs des entreprises du secteur des produits forestiers non ligneux. Et donc, cette charte-là, qui jusqu'à présent a été signée par 40 entreprises, sera dévoilée publiquement samedi à midi sur la scène des passionnés des forestibles. Donc, c'est une charte qui vise à mettre de l'avant les pratiques d'affaires éthiques, responsables et qui vise à préserver les ressources, finalement, dans la Naudière. Donc, vraiment, toutes les ressources. Les ressources forestibles, là, les ressources forestières comestibles. Donc, autrement dit, pour éviter du pillage. Pour éviter la surcueillette, pour éviter la mauvaise cueillette. Puis en fait, cette charte-là, la quarantaine d'entreprises signataires, c'est tant des cueilleurs, des transformateurs, des distributeurs et même aussi des formateurs. Parce qu'il y a plusieurs entreprises dans la région qui offrent de la formation, justement des initiations ou des formations plus poussées sur la cueillette des forestiers. Donc, dans le fond, c'est d'éduquer. Qu'est-ce que tu veux nous parler? Il y a une partie éducation et ces personnes-là s'engagent à éduquer aussi la population. Exact. Parce que, si on veut que la ressource, tantôt on en parlait, si on veut que la ressource se renouvelle, il ne faut pas non plus arriver au pied d'un arbre, mettons qu'il y a des champignons, de tout enlever, là, parce que sinon... Peut-être un exemple de ressource qui a été pillée dans le temps. Là. La cueillette est interdite. Maintenant, on ne peut pas avoir plus que 50 litres. On parle de l'ail des bois. Moi, je m'en allais dire l'ail des bois, c'est ça. Je m'en allais dire l'ail noir, là, mais c'est autre chose. Mais il y a l'ail des bois, un exemple. Il y a eu aussi une problématique, je pense, avec les têtes de violon aussi, hein, qu'il y a eu beaucoup de... Ben, la tête de violon, tu sais, si on prend la plante en tant que telle, c'est une plante très compétitive, très robuste, qui pourrait devenir envahissante. Mais si on fait la cueillette de façon non responsable, ça pourrait menacer la survie de la plante. Donc, parfois, même si une plante est vraiment compétitive, si on l'accueille de façon inadéquate, on peut menacer la ressource. Donc, c'est toutes ces choses-là. Une charte des cueilleurs, c'est la meilleure façon d'assurer la pérennité. Très bien. Ben, c'est bien d'en parler. Donc, c'est vraiment passionnant. Vous nous donnez le goût de vraiment aller visiter. Puis, on va te laisser aller, François, parce que tu es en pleine cueillette, justement, en pleine production. Puis, on vient vous revoir samedi pour le festival. Ben, avec plaisir. Merci. Merci. Marie-Michel, oui, je viens d'ici et je danse dans la vie, mais je travaille ici pour Diffusion Hector Charland, qui est le théâtre Hector Charland à l'Assomption, puis la nouvelle salle de spectacle à Repentigny.
puis je suis au développement de la danse, puis on a un réseau qui s'appelle le Pôle Territoire Danse, qui veut travailler à répandre la danse sur l'ensemble du territoire lanaudois, puis de donner un peu plus une vitalité à cette discipline-là. Fait que moi puis Maryse, on a mis en lien un peu nos deux organismes, la Chapelle puis le Pôle, pour créer un projet ensemble de danse. Parce que Maryse, elle m'a dit, on a un beau site, puis j'aimerais ça qu'à chaque année, il y ait un projet XY de danse sur le terrain. Elle m'a dit, je suis pas vraiment en contact avec ce milieu-là. Fait que nous, on a donné notre expertise puis notre lien pour créer un projet ensemble. Puis dans les dernières années, avec la COVID surtout, il y a de plus en plus d'artistes en danse qui se sont intéressés à la création in situ. Vous savez que c'est quoi in situ? C'est dans des lieux insolites à l'extérieur. Fait que l'idée, c'est pas juste de créer une chorégraphie, une danse en studio puis de la performer dehors, mais c'est de dire qu'est-ce qui se passe si on s'en va littéralement dehors puis on s'inspire de cet environnement-là pour créer une danse. Fait qu'on s'est dit, ben on va offrir une résidence de création en extérieur. Fait qu'on a choisi ce magnifique trio Quatuor. Ils étaient plus nombreux durant la semaine à venir s'installer toute la semaine ici. Fait qu'ils ont dormi toute la semaine au Daisy à Berthier. Et il y avait accès au site de 9 à 9 toute la journée avec un espace mouillé, un bloc sanitaire en bonne et due forme pour être confortable. Ils ont vraiment créé sur le terrain. Qu'on nous présentait aujourd'hui, c'est pas un spectacle, c'est vraiment une sortie de résidence qu'on appelle. Fait que c'est le fruit de ce qu'ils ont fait cette semaine. Ils vont vous partager ça. Là, c'est sûr qu'avant, on a bougé ensemble avec certaines personnes pendant 1 heure. On a fait un atelier de médiation culturelle parce que souvent, quand on arrive, qu'on présente de la danse contemporaine, on a un peu le comme c'est bizarre ou c'était-tu de la danse ou qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas de musique. Fait que c'est ça qui s'est passé pendant 1 heure aussi parce que j'ai comme phrase que si on le vit, on le comprend. Fait que certains d'entre nous ont vécu dans le corps, c'était quoi? Bouger dehors, s'inspirer d'une feuille qui bouge, du gazon. Puis là, ben, on est prête à recevoir ça, mais je suis certaine que même si vous n'avez pas dansé, vous allez être prête à recevoir ça. Fait que je vous dirais juste plaisir et ouverture d'esprit. Et